Catherine Girard, donc je suis la directrice de la cohésion sociale et du CCAS d'Amiens. Donc cette direction prend en charge toute la politique d'inclusion sociale sous toutes ses formes. Et un de nos grands enjeux aujourd'hui, c'est la question du numérique. Mais cette direction, elle prend aussi en charge la précarité sociale. Elle prend en charge aussi l'isolement et le maintien à domicile des seniors. Elle prend aussi en charge la politique du handicap et de l'accessibilité de la ville, l'observation et l'analyse des besoins sociaux du territoire. Mais elle a aussi, au titre de la ville, dans la direction sont inclus les services de santé publique et le service communal d'hygiène et de santé, ainsi que 3 maisons de services au public. Le confinement pour le CCAS d'Amiens, il a été déconfiné totalement, c'est-à-dire qu'on était en première ligne pour répondre à tous les besoins sociaux de la population, quels qu'ils soient. Nous avons donc du coup réagi à tous les besoins et tous les problèmes qui se posaient devant nous. Il y a eu des vagues. La première vague, c'était comment je fais pour manger. Donc il fallait trouver des réponses en termes de livraison de courses, de portage des repas, de distribution d'aide alimentaire, en fédérant aussi les acteurs, mais aussi en recherchant des réponses nouvelles, différentes, pour permettre de répondre à cette première angoisse. J'ai faim, je ne peux pas sortir, comment je peux trouver à manger. La deuxième vague, ça a été la question de la prévention, la protection, comment je peux sortir, comment je peux avoir des attestations, comment je peux avoir des masques. Et il nous a fallu accompagner les personnes, et notamment sur la question de la peur de la maladie, la peur du contact. Et donc nous avons, par le biais de relations téléphoniques avec plusieurs milliers de personnes fragiles, nous avons entretenu un contact, un lien, comme si c'était le lien extérieur. Ce lien a été très très apprécié, donc c'est grâce aux nouvelles technologies notamment que nous avons pu faire ça. Et puis la troisième étape que nous avons vécue, c'était je m'ennuie, c'est long, je m'ennuie, je vois plus ma famille depuis longtemps. Vraiment, on sentait un désespoir, une désespérance de la population. Et là, nous avons dû rechercher des solutions aussi innovantes pour apporter des réponses. Alors c'était par le téléphone, mais c'était aussi par la livraison de livres, par différentes actions, je ne rentre pas dans les détails, qui permettaient de garder ce lien social, cette relation à l'autre, et qui nous ont permis aussi de maintenir le moral de notre population. Donc tout cela s'est fait du matin au soir, de 7h du matin à 21h, tous les jours, samedi et week-end, nous étions présents aussi, pour essayer d'apporter des réponses et des soutiens à toutes les personnes, mais aussi à tous les acteurs du territoire, que ce soit la direction départementale de la cohésion sociale qui a ouvert un accueil de jour. Ça peut être aussi pour toutes les structures qui avaient besoin de trouver des solutions pour certaines personnes en difficulté qui nous appelaient, et donc nous faisions aussi le lien. Donc nous avons aussi beaucoup travaillé en partenariat avec les associations caritatives, le département, l'État, pour trouver toutes ces solutions et pour bien nous coordonner. Donc du matin au soir, donc je peux dire qu'à titre personnel, je suis sortie de cette expérience totalement épuisée, mais en même temps très fière et très satisfaite du travail qui avait été réalisé par les équipes, qui ont été formidables. Ils sont allés livrer des masques à domicile à près de 10 000 personnes. Nous avons aussi trouvé des solutions pour les professionnels de santé et les services de la personne à domicile, avec du gel, avec livraison de masques. Donc nous avons été au service des autres en fait pendant toute cette période. Donc ça a été très gratifiant. C'était un engagement énorme parce qu'on était à la fois dans l'organisation, donc il fallait en tant que directeur de CCAS être capable d'anticiper les problèmes, de construire les réponses, mais en même temps au quotidien il fallait faire 5 métiers parce qu'on n'était plus que 5 en présentiel au lieu d'une quarantaine, et donc il fallait à la fois chercher le courrier, trouver des solutions concrètes et techniques, installer des lavabos, faire livrer des masques. Donc c'était aussi de la polyvalence permanente, et je dirais que tout ça n'a été possible que parce que nous avions anticipé de longue date la question du numérique et des nouveaux outils numériques qui nous ont permis d'apporter des réponses dans des solutions, dans des temps extrêmement rapides à toute cette population. Donc je dirais qu'à la fois de l'épuisement, de la fatigue, une grande énergie, mais aussi une grande satisfaction et une fierté d'avoir des équipes qui se sont vraiment engagées et qui ont répondu au mieux aux besoins de la population. On n'a pas eu de mort, on n'a pas eu de personnes en grande difficulté, donc on a su être là au rendez-vous. C'est aussi ça le grand sens de la mission de service public des CCAS, donc on peut être très très fiers de ça.
Nous n'avions pas une stratégie ciblée quartier prioritaire parce que pour nous, toute la population, dans un contexte comme ça, était confrontée au même problème et était dans une situation de fragilité potentielle. Mais nous avons pu agir pour ces quartiers notamment, comme pour les autres, à travers des outils nouveaux que nous avions mis en place déjà depuis quelques années, mais que nous avons pu tester à très grande échelle. Tout d'abord, ce sont les SMS et les messages vocaux. Nous avons pu envoyer des messages d'information, de sensibilisation, d'alerte à différents moments, à la fois pour prévenir les dangers et les difficultés, mais aussi pour informer et accompagner. Et j'ai en mémoire un SMS d'information pour permettre à 600 personnes que nous avions repérées en difficulté pour remplir leur feuille d'impôt de façon dématérialisée. Et nous avons pu envoyer des SMS et des messages vocaux à 600 personnes pour leur donner un numéro d'appel auprès duquel ils pouvaient se connecter pour pouvoir rencontrer les services des impôts et être en règle avec leur déclaration malgré la période du Covid. Tout ça n'aurait jamais été possible si nous n'avions pas commencé déjà en amont la construction de ces outils. De même, par exemple, quand nous avons dû livrer des masques pour toutes les personnes fragiles, eh bien, nous avions la possibilité de faire des questionnaires et des inscriptions en ligne, ce qui nous a permis d'inscrire près de 1600 personnes supplémentaires que nous ne connaissions pas et donc d'avoir un recensement de 4200 personnes fragiles grâce à ces outils de diagnostic et d'inscription numérique qui étaient à la fois sur le site amiens.fr mais aussi grâce à un numéro de téléphone, là encore un nouvel outil qui est un numéro vert, le 0800 60 50 00, qui était dédié à tous les services, notamment les quartiers de la politique de la ville. Quelqu'un qui était en difficulté sociale pouvait appeler ce numéro, qui était le numéro d'urgence pour toutes les difficultés sociales. Et donc, nous avons pu répondre à toutes les demandes. Nous avions nos 3 maisons de services au public qui sont dans les quartiers, dans les quartiers prioritaires. Ces maisons de services publics étaient dématérialisées. Donc, toutes les personnes qui avaient des questions autour de papiers, de démarches, etc., pouvaient accéder aux maisons de services au public de façon dématérialisée. Donc elles n'étaient plus présentes dans les quartiers politiques de la ville, elles étaient présentes grâce au 0800 60 50 00 qui a pu leur permettre d'avoir leur réponse par téléphone. Nous avons aussi déployé aussi des requêtes sur tous nos publics, par exemple les domiciliés, les bénéficiaires du RSA, qui sont pour la plupart dans les quartiers prioritaires. Ils ne sont pas que dans les quartiers prioritaires, mais ils sont très représentés dans ces quartiers. Et nous les avons contactés pour leur demander si tout allait bien et leur dire si vous avez un souci, un problème, pareil. Donc on les a contactés par SMS et on leur a donné le numéro vert. Et nous avons plusieurs centaines de personnes qui nous ont répondu parce qu'ils avaient des difficultés. Donc on a pu traiter par téléphone à distance un certain nombre de réponses sociales, plusieurs centaines, alors que normalement ils auraient dû se présenter dans nos accueils. Sur les 5 accueils, il n'y en avait plus qu'un qui était ouvert. Pour des raisons de sécurité, on avait fermé les autres. Mais donc là, on était toujours présents physiquement, mais on a surtout pu traiter énormément de situations sociales de façon dématérialisée. On a multiplié par 5 les réponses sociales grâce aux outils numériques. Pour Amiens, ce dont nous sommes sûrs, c'est que les enjeux de l'inclusion numérique sont majeurs. Nous nous sommes rendus compte, nous avons eu l'occasion de déployer ce qu'on appelle des questionnaires numériques qui nous permettent d'avoir un diagnostic précis de la situation des personnes et des besoins face à la e-administration et face à, je dirais, le fait de ne pas pouvoir se déplacer physiquement. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens étaient équipés. Il en reste encore une minorité qui ne le sont pas, mais beaucoup de gens aussi, 95% des personnes que nous avons questionnées, nous ont dit ne pas se sentir autonomes dans leur démarche administrative. Donc on a un vrai souci, un enjeu majeur qui va être celui de former la population à l'autonomie dans les démarches administratives pour leur permettre l'inclusion numérique. Aujourd'hui, c'est presque ce que j'appellerais de l'éducation civique. La réflexion sur le Covid, la période de Covid nous a permis de réfléchir que l'inclusion numérique, c'est pas simplement mettre en place des outils, former, apprendre à utiliser une souris et savoir créer une adresse mail. Ça va bien au-delà. Nous nous sommes rendus compte que une grande partie de la population, notamment les gens les plus connectés, je pense aux jeunes notamment, 95% des jeunes nous ont déclaré ne pas être autonomes dans leur démarche administrative.
parce qu'ils ne savaient pas comment faire leur démarche. Et on a tous le souvenir quand on est étudiant, qu'à 16, 18, 20 ans, on nous demande de choisir une sécu, une mutuelle et tout, on ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Et bien là, c'est la même chose. On s'est rendu compte que les gens étaient très connectés et qu'ils étaient dans une grande méconnaissance des institutions administratives et que par ce fait-là, ils n'accédaient pas à des droits, à des services qui leur étaient destinés. Donc je dirais que ça a fait changer mon regard sur les enjeux de l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, ça n'est pas s'occuper que de ceux qui ne sont pas geeks, c'est s'occuper de tout le monde parce que même les geeks peuvent être en difficulté pour payer leurs impôts en ligne ou pour faire d'autres démarches. Ça a été la grande leçon de cette période-là. Pour moi, je dirais que la grande leçon que l'on a eue dans la période de Covid sur les QPV, c'était la question du suivi scolaire des enfants. On a pu repérer énormément de familles qui avaient des difficultés pour accompagner leurs enfants de façon dématérialisée avec le numérique, pour deux raisons. D'une part, le manque de matériel, donc il y a un vrai problème à traiter de mise à disposition du matériel pour ces familles qui n'en sont pas dotées. Et puis le deuxième point, c'était la capacité à former et accompagner ces enfants à l'éducation, alors qu'ils ne maîtrisent pas forcément tous les codes et encore moins l'usage et l'outil numérique. Donc pour nous, il y a un gros chantier qui sera mené sur l'accompagnement des familles autour des outils du numérique. Et nous avons d'ores et déjà pris attache avec un partenaire qui sera la fondation GRDF, qui va nous fournir plusieurs centaines d'ordinateurs pour pouvoir permettre d'apporter des réponses à ces familles. Mais ça n'est pas que de fournir du matériel, souvent j'entends ça, il faut donner du matériel, ça n'est pas que fournir du matériel dans ces familles des quartiers publics de la ville, c'est aussi former les familles, former les enfants et travailler beaucoup autour de ces questions. Donc ça ne se fera pas en 2 jours, mais ça sera vraiment une priorité pour éviter le décrochage. La période du Covid, elle nous a permis aussi de découvrir d'autres publics que nous n'avions pas l'habitude de rencontrer. Tous nos publics habituels, je dirais, qui sont des personnes avec des grosses difficultés sociales, des domiciliés, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'aide sociale, etc. Cela était globalement bien pris en charge parce que l'État avait maintenu tous les dispositifs sociaux, tous les minima sociaux. Nous avons découvert que toute une partie de la population qui d'habitude ne faisait pas appel au CCAS était en grande précarité, notamment les étudiants, les jeunes, qui avaient des petits boulots, des stages, et qui se retrouvaient en grande difficulté. Et donc il nous a fallu trouver des solutions immédiates parce que nous avions des files d'attente, des queues de 150 mètres dans les lieux de distribution alimentaire, parce que ces gens n'avaient rien à manger. Nous avions des témoignages de jeunes qui depuis 2 jours mangeaient de la farine et de l'eau. Donc il nous a fallu absolument réagir immédiatement pour trouver des solutions. Et il faut savoir qu'Amiens est aussi capitale européenne de la jeunesse. Et donc grâce à Amiens for Youth, nous avons pu débloquer 18 000 € qui sont allés à l'élaboration d'aides alimentaires spécifiques pour les jeunes. Et ça a été fait en quelques jours. C'est une grande réactivité pour créer de nouvelles aides. Et donc c'est bien aussi le diagnostic, il est aussi là, il est aussi dans le travail de partenariat avec les lieux de distribution alimentaire qui nous ont alertés sur la nécessité de trouver des solutions. Donc du coup, je dirais que le Covid, c'était aussi l'occasion de découvrir ces publics que nous ne connaissions pas, mais de découvrir aussi des publics de salariés qui travaillaient, qui se sont retrouvés sans emploi, ou de travailleurs indépendants qui se sont retrouvés sans emploi, partiellement ou totalement, et donc sans ressources, qui avaient mangé toutes leurs économies et qui aussi étaient dans un grand désespoir parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de solliciter des aides sociales. Donc le Covid, c'est aussi ça, c'est une situation extrême pour des publics qui n'étaient pas préparés à réponse à ces besoins-là. Donc le travail social avec les nouveaux outils numériques et notamment le travail à distance, ça peut être une solution. Pas pour tout, mais pour une partie des réponses, et qui permet notamment d'avoir de la réactivité, de la vitesse dans la réponse, ce que ne permet pas forcément la prise de rendez-vous pour un certain nombre de cas. Le deuxième point majeur que nous a fait mettre en avant la période de Covid, de pandémie, c'est la question de nos fichiers. Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas forcément systématiquement conservé ou collecté les coordonnées téléphoniques ou mails de nos publics.
Et donc du coup, pour certains d'entre eux, nous nous sommes trouvés sans moyen de les contacter, sans moyen de les informer ou de recevoir leurs demandes. Donc on aura un travail majeur à faire sur la question du traitement de nos fichiers, comment on travaille nos fichiers pour en faire un outil aussi d'accompagnement social. Et puis le dernier point, je dirais, c'est aussi la question de l'information. Nous avons fait énormément de choses pendant toute cette période. Simplement, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que nous avons fait. Et nous avons certainement un problème de communication, d'information, de communication. Les questions sociales ne sont pas forcément les questions qui sont mises en avant spontanément par tous. Et donc souvent on sait que tout ce qui est fait est su par le réseau des professionnels du travail social, de l'inclusion numérique, etc. Mais est-ce qu'on touche vraiment la population et toute la population? Et à travers ce travail de fond où nous avons dû aller au plus près des gens, des fois au devant, et chez les gens, nous nous sommes rendus compte que beaucoup ignoraient ce que nous faisions, ce que nous avions fait. Et donc il nous restera beaucoup de travail à faire pour avoir des façons de communiquer et d'échanger avec l'ensemble de la population. Et donc, ça sera aussi un grand chantier à mener pour les années qui viennent.